puis dans ce chaos-là, arrivent au pouvoir en 96 les talibans, version 1. Et ces talibans, bien évidemment, ils interdisent tout du jour au lendemain aux femmes. Il ne faut pas qu'on entende le son de la voix d'une femme, même en récitant le Coran, par exemple. Ça va être le laboratoire de fabrication de terroristes. Il y a des dizaines et des dizaines de femmes qui me contactent tous les jours encore par leurs douleurs les plus atroces. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Et le 15 août 2021, les talibans version 2, ils ont repris le pouvoir. They've got to fight for themselves. Avoir vécu plusieurs fois à côté de la mort et qu'en fait être vivante, on se dit est-ce que cette vie ça vaut la peine si c'est juste métro, boulot, dodo, ou est-ce qu'on est fier chaque soir de se dire eh ben, aujourd'hui j'ai fait quand même des choses pour un tout petit peu mettre ma petite goutte d'eau dans la rivière. L'histoire poignante de l'Afghanistan. Cette histoire nous concerne tous. Mais je suis face à ce silence et donc on ne comprend pas ce silence. Shekeba Hachemi est une activiste féministe pour les droits des femmes afghanes. Ça fait 30 ans qu'elle se bat pour les droits des femmes afghanes. En 2021, les talibans sont revenus au pouvoir et en 2024, l'été dernier, ils ont durci les lois concernant les femmes afghanes qui aujourd'hui n'ont même plus le droit de parler en public ou de parler à une autre femme. Sur cette chaîne, on parle de politique, on parle d'écologie. C'est vrai que c'est rare, c'est même la première fois qu'on parle de politique étrangère, de la situation des femmes en Afghanistan. Mais s'il y a un truc sur lequel je veux vous convaincre, c'est que tous les enjeux sont reliés. On peut pas parler d'écologie sans parler d'économie, sans parler de diplomatie. On peut pas parler de droits humains en France sans parler de droits humains à l'international. Et on peut pas, à mon sens, se dire féministe ici si on soutient pas les femmes partout dans le monde. Je vous laisse nous suivre pour cette conversation passionnante. Bonjour Shekeba. Bonjour Flora. Est-ce que, pour commencer, tu serais d'accord pour nous faire, en quelques points clés, une petite histoire récente de l'Afghanistan sur les 40 dernières années? Je te pose une question très compliquée, mais nous faire un petit résumé de l'histoire récente de l'Afghanistan. Oui, c'est vrai que les gens ont besoin de comprendre. Quand je dis que depuis presque ma naissance, c'est la guerre dans ce pays, dans mon pays d'origine, les gens ont du mal à comprendre. En 78, l'invasion soviétique en Afghanistan, les chars qui rentrent dans l'Afghanistan et avec la mise en place d'un régime communiste afghan, mais l'invasion soviétique. Là, la résistance s'est formée, la résistance afghane dans les montagnes. C'est quand même un pays à 85% de montagnes, donc d'où l'échec de l'armée soviétique. Et pendant jusqu'en 88-89, c'est la guerre en Afghanistan, des Afghans qui se battent dans les montagnes contre les Russes et l'armée soviétique qui essuie des échecs et des échecs qu'ils ne connaissaient pas avant, mais face à ce peuple de guerriers. Première vague de diaspora afghane, donc les Afghans qui partent, parce que les soviétiques, les cibles, c'était d'abord les intellectuels, après les plus modérés, etc., etc. Donc petit à petit, le pays se vide un peu de son cerveau et ceux qui ont les moyens partent aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. Et à l'époque, il était bon d'être afghan et on était accepté partout dans le monde parce que c'était la période de guerre froide, donc tout l'Occident était contre le bloc soviétique. Donc les Afghans étaient un peu les héros de l'histoire, donc ils étaient acceptés comme réfugiés un peu partout dans le monde. Dans cette résistance, il y a eu aussi malheureusement pendant toutes ces années-là où les Américains et les Anglais ont financé les plus radicaux. Parce que pour mieux tuer les Russes, je me souviendrai d'une anecdote sur le commandant Massoud par exemple, qui n'était pas aidé au niveau d'armement par les Américains, parce que lui, quand il faisait des prisonniers, il les tuait pas, les Russes, c'était des prisonniers. Il préférait aider d'autres qui ont émergé, comme Mollah Omar, le Ben Laden qui vient de l'Arabie Saoudite, etc. Et le Pakistan, le pays voisin, où la résistance afghane était ravitaillée par l'Occident, est devenu aussi un peu le QG des plus radicaux du monde qui sont revenus ici, qui sont venus dans ce pays pour se battre contre les soviétiques, mais qui ont rejoint la résistance afghane. En 88, l'Afghanistan met dehors, les Afghans mettent dehors l'armée soviétique. Et là, c'est le chaos total parce que pour l'Occident, l'ennemi à abattre les soviétiques est dehors, donc on a laissé ce pays entre les mains des différentes factions. La veille, ils se battaient dans les montagnes, un peu des analphabètes, des commandants, etc. Et là, ils se retrouvent les uns soutenus par l'Ouzbékistan, les autres soutenus par l'Iran, les autres soutenus par la Chine, etc. Et tout le monde se retrouve au pouvoir. Et donc le chaos total, et l'Occident quitte ce pays. Et puis dans ce chaos-là, arrivent au pouvoir en 96 les talibans, version 1. Et là, personne ne sait
qui sont les talibans, parce que le mot taliban veut dire séminariste, donc la paix, plutôt les gens éduqués, etc. Et ils arrivent en septembre 96 et ils prennent Kaboul, et là ils commencent à pendre sur la place publique le président de Najibullah de l'Afghanistan, et là c'est la terreur. Mais sauf que nous sommes en 96, pas de réseaux sociaux et tout ça, et donc on comprend rien et on laisse ce conflit-là et on fait croire que c'est un conflit afghano-afghan. Et c'est dans ce contexte-là que moi, petite afghane de la diaspora en France, etc., qui n'a jamais quitté l'envie de sauver absolument ces femmes, etc., je crée cette petite ONG qui s'appelle Afghanistan Libre avec d'autres amies françaises, et nous essayons de sensibiliser un peu sur ce qui se passe. Et donc personne ne veut entendre vraiment parler parce que on commence à voir des images en 99 des femmes lapidées sur la place publique par ce régime de terreur, mais on laisse un peu comme on les laisse un peu comme le silence d'aujourd'hui. Et ces talibans, bien évidemment, ils interdisent tout du jour au lendemain aux femmes. Et ils arrivent, ils prennent le pouvoir sans aucune stratégie, sans un gouvernement, etc. Et c'est comme ça que le commandant Massoud, qui est le seul qui tient face à ces talibans, se replie dans une vallée qu'on appelle la vallée du Panjshir, à peu près 120 km. Mais au moins, le pays n'est pas entre les mains de ces terroristes. C'est dans ce contexte-là, on en parlera après, que moi, je fais beaucoup de choses, par exemple, avec Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen, qui a fait venir Massoud en avril 2001, qui a fait venir des femmes afghanes pour commencer à parler de la situation et du fait qu'on a tous un peu une responsabilité à jouer, que les pays qui soutiennent les talibans, le Pakistan, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ce sont des pays à qui nous vendons des armes ici en France, en Europe. Et donc dans ce contexte-là, on arrive au 9 septembre 2001 où ce commandant Massoud est assassiné 2 jours avant les tours de New York. Une des dernières interviews du commandant Massoud. Lors d'un entretien ultérieur, le 10 septembre dernier, ces 2 hommes, qui prétendent être des journalistes travaillant pour une agence de presse arabe, font exploser leur caméra piégée. Le commandant Massoud est grièvement blessé. Durant 4 jours, il lutte entre la vie et la mort. Hier soir, le commandant Massoud a rendu les armes. Aujourd'hui, le peuple afghan se bat, combat le terrorisme international, Oussama Ben Laden, les services secrets pakistanais, et ce sont les mêmes terroristes qui ont commis les attentats aux États-Unis qui sont à l'origine aussi de l'attentat contre le commandant Massoud. Tous les géopoliticiens ont fait tout de suite le lien. Le but, c'était d'assassiner ce commandant rebelle qui était résistant, donc qui tenait l'Afghanistan quand même, pas 100% entre les mains de ces talibans. Et 2 jours après les tours de New York, pour bien montrer au monde entier que c'est nous qui sommes le maître du monde. Et là, il y a eu la prise de conscience de la communauté internationale. Il faut aller en Afghanistan, il faut les aider. Et là, tout d'un coup, on a pris aussi conscience que il y a aussi des femmes qui ont quand même été juste inexistantes et lapidées et tuées pendant des années. Et moi, je suis jeune militante et je suis là-bas. Il se trouve que après l'assassinat de Massoud, je suis là-bas et je reste là-bas parce que j'étais partie avec mes copines du journal Elle pour faire le portrait de la femme de Massoud qui se craignait pour son mari, malheureusement. Il craignait tellement qu'il a été assassiné. Et donc, je suis restée là-bas et donc j'ai participé à cette histoire contemporaine qui est l'Occident, les forces de l'OTAN, les forces européennes, etc. sont venues pour demander aux Afghans de leur prêter main forte pour se battre contre le terrorisme international qui était ces talibans Al-Qaïda qui étaient à l'origine justement de ces tours de New York. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu des promesses et des accords signés aux Afghans en disant on va reconstruire ce pays. Bien évidemment que vous êtes là face au terrorisme international et je dirais que je rappellerai juste la phrase de Massoud parce qu'il est venu en avril 2001 en Europe pour dénoncer la situation en Afghanistan, pour dire « venez m'aider ». Il a été assassiné quelques mois plus tard. Et en avril 2001, il a dit à Strasbourg « si vous ne venez pas aider mon peuple, qui est un bouclier humain contre le terrorisme international, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan se passera demain dans vos villes ». Et il n'avait pas tort, ça c'était en avril 2001. Et donc il y a eu 20 ans d'espoir au milieu de tout ça. L'Occident a décidé d'aider les Afghans. Moi, dans ce cadre-là, Afghanistan Libre, j'ai quand même pu donner accès à plus de 300 000 filles, à l'éducation, à la formation. On a créé un journal, le journal Rose, pour les femmes afghanes, par les femmes afghanes. On a créé des dispensaires. Et même le 13 août 2021, j'étais en Zoom avec des jeunes filles dans des écoles, dans des villages où il n'y avait même pas d'électricité grâce aux panneaux solaires, qui étaient en train d'apprendre le coding pour être des codeuses de demain. Et le 15 août 2021, les talibans version 2 sont revenus, ils ont repris le pouvoir. Simplement aujourd'hui, ce que je dénonce depuis 3 ans,
c'est que 15 août 2021, nous le savions tous. On le savait tous qui étaient ces talibans. On nous les a vendus comme un régime modéré et inclusif avec qui il faut négocier, en laissant une conditionnalité sur la cause des femmes. Le 15 août 2021, ils sont venus, ils ont pris le pays. La première chose qu'ils ont annoncé, c'est que les femmes n'ont plus le droit de sortir, plus le droit de travailler, aller à l'école, etc. Donc c'est exactement les mêmes. Et sauf qu'aujourd'hui, heureusement, grâce à des journalistes, grâce à des personnalités de la société civile, grâce à vous, toutes ces initiatives font que on n'oublie pas les femmes afghanes et on les laisse pas comme ça, les 28 millions murées vivantes par ce régime terroriste constitué de tous les terroristes du monde entier. Parce que l'autre geste symbolique qu'ils ont fait aussi, et vraiment il faut le rappeler, c'est que ce 15 août 2021, ils ont aussi ouvert la base militaire de Bagram, de l'aéroport de Kaboul, où il y avait 7500 djihadistes du monde entier, 37 nationalités différentes. Tout ça dans la nature pour bien montrer qu'en fait, ça va être le laboratoire de fabrication de terroristes. Et 3 ans après, nous sommes face à un silence politique de tous nos politiciens, femmes ou hommes. Alors, moi, je suis plus touchée en tant que féministe du silence des femmes politiques de l'Europe, de Madame von der Leyen, de Kamala Harris pendant sa campagne, de toutes nos ministres, nos députés. Je suis plus choquée par ça parce que, en tant que militante, je trouve que il y a un droit universel des femmes et que on n'a rien à gagner, vous et moi, ici, s'il y a un coin du monde où elles n'ont même pas le droit à respirer et à ce qu'on entende le son de leur voix. Mais je suis face à ce silence et donc on ne comprend pas ce silence. Tu as parlé de la date de 2021 où les talibans ont repris le pouvoir. Il y a eu aussi un moment de restriction encore plus fort en août 2024. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en août 2024 ? À partir de 15 août 2021, ils ont d'abord interdit aux femmes de sortir seules, pas d'école, etc. Mais petit à petit, il y a eu des interdits et tout ça face à l'indifférence quand même de la communauté internationale qui n'a jamais vraiment coupé les ponts de discussion avec eux. On nous dit que non, etc. Les émissaires européens, les Américains sont tout le temps en contact avec eux à Doha, au Qatar, pour discuter avec les émissaires talibans. Et même, ce qui est le ridicule, on le pousse quand même le ridicule jusqu'à ce que 2024, les Nations Unies font un colloque sur l'Afghanistan avec les talibans. Les talibans exigent qu'il n'y ait aucune présence des femmes et qu'on ne parle pas de sujet des femmes. Et l'ONU dit quoi? Oui, d'accord. Donc il y a eu quand même des conférences avec l'ONU qui acceptent à ce que le sujet femmes afghanes, on n'en parle même pas. Et en août, pour moi, en août 2021, ils ont sorti une loi avec 35 articles. Alors, il y a aussi des choses pour les hommes, la barbe, etc., la taille de la barbe. Mais pour les femmes, ils sont allés pousser le ridicule plus que le ridicule. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces interdits, il faut pas qu'on entende le son de la voix d'une femme, même en récitant le Coran, par exemple. Bon, musulman, on pourrait dire, bah bon, comment ça se fait? Et ce qu'on oublie, nous, ici, c'est que l'Afghanistan, on n'a pas des maisons où on est à l'intérieur de chez soi, comme ici, et qu'on peut crier, hurler sa douleur. En Afghanistan, vous avez des maisons en torchis, en terre. Souvent, la porte, c'est un rideau. Donc, le son de la voix des femmes, ça veut dire qu'on leur interdit même de souffrir au sein même de leurs 4 murs, qu'il faut pas qu'on entende, parce que les voitures, les 4x4 des ministères de Vice et la Vertu se baladent partout, et donc, dès qu'on en voit, on entend un son de voix, etc., et elle est fouettée devant sa famille, devant Qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui transgresseraient les règles? Eh ben, elles sont lapidées, elles sont emprisonnées. En prison, elles subissent des violences sexuelles aujourd'hui. Elles disparaissent, on ne sait pas. Il y a 3 semaines, j'avais 4 femmes qui m'ont appelé parce qu'il suffit que devant vous, j'allume mon téléphone sur Messenger et il y a des dizaines et des dizaines de femmes qui me contactent tous les jours encore par leurs douleurs les plus atroces. Et il y a quelques semaines, elles étaient devant le ministère de la Justice. Il y en a 4 qui manifestaient debout encore à Kaboul. Et il y en a 2, on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Donc, elles disparaissent, elles sont lapidées. Il y a des lapidations sur la place publique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que août 2024, ce n'était même plus la cible des femmes afghanes. Pour moi, c'était un message à nos démocraties occidentales pour dire, voilà, on pousse le ridicule jusqu'à là, c'est-à-dire que ne plus entendre le son de leur voix, ne plus aller à l'école, etc. C'est quand même le seul pays au monde où par un décret de loi, l'éducation est interdite aux filles. Donc c'est vraiment pour moi, ils ont poussé le ridicule, mais c'est plutôt un message à nos démocraties occidentales. Je pensais que le silence allait être brisé de notre côté, parce que c'est plutôt un message pour dire on est le maître du monde et on fait ce qu'on veut. Et on est toujours à la table de négociation avec vous. L'ONU parle quand même d'apartheid de genre. Est-ce que pour toi, c'est le bon terme pour parler de la situation des femmes en Afghanistan? En fait, ce que tu me racontes là, c'est quand même la preuve que les femmes sont juste des outils pour que les hommes se fassent la guerre, comme peuvent l'être des armes ou d'autres outils. Bien sûr. Dans quelle mesure politiser la condition des femmes
c'est essentiel pour traiter et aborder ce conflit? Eh ben, moi je trouve que du côté des talibans, c'est plus que politisé. Voilà, ils suppriment, ils sont en train d'emmurer vivantes les 28 millions. Et je redis que c'est vraiment un coup de pied à nos démocraties occidentales pour démontrer qu'en fait ils font ce qu'ils veulent. Ils sont à la table des négociations, mais je trouve que de notre côté, ce qui est terrible, c'est que, vous savez, il y a les Américains, ils ont bloqué l'argent de la Banque centrale afghane en 2021. Mais aujourd'hui, tous les mois, ils reversent 90 millions de dollars au régime taliban pour leur argent de poche, pour que le régime tienne comme ça. Et le ridicule est tellement poussé jusqu'à là, c'est que le ministre de l'Intérieur taliban, M. Haqqani, c'est celui sur la tête duquel il y a 20 millions de dollars aux États-Unis comme terroriste international. Et c'est ce mec-là qui reçoit les 90 millions de dollars chaque mois pour l'argent de poche de ce régime terroriste. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on nous prend vraiment pour des enfants? Pourquoi, par exemple, la condition des femmes n'est pas une conditionnalité de cet argent? Pourquoi est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre? On le sait très bien. Ce régime, il ne peut pas fonctionner s'il se coupe de tout le monde. Pourquoi est-ce que la condition des femmes ne devient pas justement pour l'ONU, qui dit qu'aujourd'hui le pays où il fait le moins bon vivre dans le monde pour les femmes, c'est l'Afghanistan? Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas justement des conditionnalités à l'aide, conditionnalités à l'envoi de cet argent, etc., pour justement montrer que non, on est quand même dans nos démocraties, il y a des valeurs universelles, le droit à respirer l'air libre, le droit à parler, le droit à aller à l'école, ce font partie des valeurs universelles et même des Nations Unies. Comment ça se fait que l'ONU se couche et accepte que ce régime décide qu'on ne parle absolument pas du sujet des femmes, et de l'autre côté, il y a les rapports de l'ONU Femmes qui nous disent que c'est la situation la pire au monde pour les femmes afghanes. En fait, donc elles ne comprennent pas non plus. En fait, selon toi déjà, enfin, c'est une question rhétorique, mais l'islam a rien à voir avec tout ça. C'est des questions géopolitiques d'hommes qui se font la guerre et qui se tirent dessus. Bien sûr, l'islam politique a toujours, enfin, en ce moment, on le voit bien, l'islam politique est un peu partout. Non, mais en fait, c'est un sujet hyper important. D'ailleurs, c'est important de cette question de l'islam parce que moi, par exemple, en tant que musulmane, je suis très choquée du silence du monde musulman face à la situation des 28 millions d'Afghanes. Comment ça se fait que le monde musulman n'a déjà pas était déjà silencieux de 96 à 2001 face à la situation des femmes afghanes, est à nouveau silencieux depuis le 15 août 2021. Comment ça se fait qu'au Pakistan, il y a des femmes ministres, etc., et que ce pays est l'allié numéro 1 des talibans? Comment ça se fait qu'à Doha, au Qatar, les femmes sont chefs d'entreprise, sont cheikha, sont premières dames et viennent en Europe, et que ce pays soutient les talibans face à ce qui se passe aux femmes afghanes? Moi, sans parler du monde musulman que je connais pas, je pourrais parler un peu du monde militant français. Il y a un parallèle qui peut se faire entre la détresse des femmes afghanes et des femmes iraniennes, parce que en fait elles sont instrumentalisées pour moi de la même manière par des conflits politiques d'homme à homme. Et en fait récemment j'ai dénoncé dans des boucles militantes, moi je suis assez militante donc je suis souvent appelée pour aller à des manifestations, etc., le fait que les militants de gauche rejoignent les manifs organisés par les Moudjahidines en Iran, parce que en fait les Moudjahidines ont fait un peu des communiqués de presse tronqués où ils expliquent que bref, alors que c'est une organisation qui a été classifiée terroriste pendant longtemps, etc. Et je voudrais te lire parce que j'aimerais bien que tu me donnes ton regard là-dessus et ton avis là-dessus, ce qu'on m'a répondu. Donc j'ai écrit un message en expliquant qu'il fallait pas se tromper et qu'il fallait pas aller à la manifestation des Moudjahidines si on voulait soutenir les femmes iraniennes. Et je voulais juste lire le message que j'ai reçu. Il faut soutenir la révolte courageuse de ces femmes, mais l'idée de se battre pour que les femmes puissent avoir le droit de se vêtir comme elles l'entendent, ce que souligne notamment avec justesse Sandrine Rousseau, c'est se battre pour que les femmes puissent mettre un voile ou non. En France, certains soutiennent cette cause sans en avoir rien à faire des Iraniennes et des Iraniens. Ils applaudissent notamment quand le pays se fait bombarder par l'Occident, simplement car cela leur permet d'appuyer leur discours anti-voile ici. La liberté, c'est de pouvoir se vêtir comme on l'entend sans qu'un homme puisse vous dire de porter ou de ne pas porter telle ou telle chose selon moi. Donc ça, c'est le message que j'ai reçu quand je leur ai suggéré de ne pas aller manifester aux côtés des Moudjahidines. Et c'est vrai que ça interpelle parce que évidemment la liberté des femmes c'est de faire ce qu'elles veulent, qu'elles se voilent pas, enfin qu'elles fassent ce qu'elles veulent. En revanche, est-ce qu'on peut apposer à des situations de droits de l'homme, enfin de droits humains aussi catastrophiques, des débats que nous on peut avoir dans notre pays où on a le luxe et la chance de se poser des questions sur la laïcité, comment on veut qu'elle soit, on tricote la loi laïcité depuis plus d'un siècle pour qu'elle soit exactement adaptée à nos besoins. Je trouve que c'est,
un privilège blanc que d'avoir ce regard sur une situation qui met autant en danger les droits humains. Enfin, je voulais ton regard là-dessus. Eh bien, moi, ça me fait penser à... Je lis beaucoup en ce moment les écrits d'Antoinette Fouque, une des cofondatrices de MLF. Et en 68-70, elle disait « Si nos sœurs iraniennes et afghanes sont enchaînées comme ça, je pense pas que nous, les Françaises, on ait quelque chose à gagner de ce côté de la planète. » Et nous sommes dans les années 70. C'est une femme que j'admire beaucoup, que j'ai découvert récemment et dont je lis beaucoup ses écrits. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'aimerais bien aussi qu'au bout de 3 ans, ici en France, les politiques, ceux que vous avez cités, etc., brisent le silence face aux Afghanes, parce que on n'est pas du tout dans le truc blanc. Là, on est en train de dire chacun s'habille comme elle veut, etc. Là, nous sommes en train de parler, en ce qui me concerne, de 28 millions de femmes que nous voyons sous nos yeux, si on est femme politique, si on est de gauche, de droite, peu importe, si on est militante, et qu'on les voit en fait tous les jours avec les droits interdits, mais les droits les plus universels. Là, on parle pas de voile, on parle pas de, etc. On parle de l'éducation. Donc, ça fait plusieurs fois que tu me parles d'universalisme. Moi aussi, je suis très sensible à l'universalisme et j'ai l'impression que c'est un peu devenu une cause démodée ou ringarde. Peut-être, mais en tout cas, c'est la cause aujourd'hui. Oui, mais en fait, aujourd'hui, ce que questionne une partie de la gauche française, peut-être, c'est cette histoire de dire il y a des droits humains universels à travers la planète, notamment des droits des femmes. Ils sont incompressibles et voilà. Et en fait, on a tendance à confondre cet universalisme-là, avec une perspective occidentale, dominante, etc., qui a aussi fait beaucoup de morts. Moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse une autre émission que là-dessus, parce que c'est un vrai sujet. Et que, effectivement, moi, je suis très choquée. Je suis une femme de gauche militante et je me reconnais pas du tout dans personne aujourd'hui qui représente ces partis-là et qui pourrait, ne serait-ce que prendre la parole sur la situation des femmes afghanes. Donc, je pense pas que on ait quelque chose à gagner en tant que femme, déjà tout court, sans aller jusqu'au militantisme, sans aller jusqu'à la politique. Qu'est-ce qu'on a gagné en tant que femme en 2024, ici, en France, en disant c'est formidable, on a réussi, etc. S'il y a des coins du monde où les droits les plus basiques ne sont pas respectés. Je pense pas. C'est un mouvement que nous menons depuis des siècles. C'est un mouvement qu'ont mené nos grands-mères, etc. C'est nos tantes, nos grandes politiciennes. Et je trouve que c'est leur donner, je sais pas, ce n'est pas respecter le combat de toutes ces femmes formidables, ne serait-ce qu'en France. Moi, je suis franco-afghane. Donc en France, nous avons des femmes formidables qui se sont battues dès les années 50, dès l'après-guerre, etc. Et sans les nommer parce qu'il y en a, voilà, et la Révolution française, et qu'aujourd'hui on est là pour revenir en disant on est entre nous et on va se battre sur un petit projet comme ça, alors qu'on est dans un contexte de mondialisation. C'est comme si en fait on poussait le ridicule aussi de notre côté. Il y a aussi un discours qui émerge à la gauche de la gauche, qui est de dire un pays, quand il est seul avec lui-même, il fait ce qu'il veut et c'est à lui de s'organiser et on n'a pas à se mêler. Or, est-ce qu'on pourrait dire de l'Afghanistan que c'est un pays qui est seul avec lui-même, alors que tu dis même que les talibans, ils font des choses pour provoquer l'Occident et pour justement nous répondre? Oui, mais est-ce que tout n'est pas globalisé Non, et puis j'irais même très plus loin, Flora. C'est un pays qui est pas avec lui-même. Nous avons aujourd'hui le Daesh qui est en Afghanistan, nous avons l'État islamique qui est en Afghanistan. Il y a chez les talibans des jeunes qui viennent des banlieues de Molenbeek, des banlieues de ici, de chez nous, etc. Donc tous ces dirigeants ont été financés largement par l'Occident pendant des décennies. Donc non, c'est pas un pays qu'on peut laisser à lui-même, puisque on a tous notre part de responsabilité. Aujourd'hui, si on est un tout petit peu informé par nous-mêmes et aller chercher plusieurs sources, on se rend bien compte que géopolitiquement, on a notre responsabilité dans ce pays qui est l'Afghanistan, puisqu'on y a contribué. Le Mollah Omar, le Ben Laden, il a été financé largement par les Américains, les Anglais et même les Européens. Aujourd'hui, le régime des talibans reçoit tous les mois de l'argent de poche des Américains. Donc, on peut pas dire c'est un pays qu'on laisse entre comme ça. C'est pas une crise afghano-afghane. C'est ce qu'on nous a dit avant le 11 septembre 2001. Moi, quand j'allais voir les politiques français, etc., on nous disait, mais vous savez, c'est un problème entre vous, les Afghans et vous, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait le 11 septembre. Et là, tout d'un coup, on a dit, ah oui. Mais non, mais en fait, c'est un pays où il y a tous les terroristes qui sont là. Al-Qaïda est là et c'est notre ennemi à nous. Donc, on ne peut pas parler comme ça aujourd'hui. On ne peut pas dire, parce qu'il suffit qu'on soit un tout petit peu intelligent et qu'on commence à regarder plusieurs sources d'informations. Et là, on se rend compte qu'on a tous notre responsabilité. Que peut la France pour aider les femmes afghanes? Ne serait-ce qu'une chose très simple, c'est que, vous savez, l'Allemagne, le Canada, la Hollande, l'Australie,
Il y a plusieurs pays qui disent, selon le traité de Rome, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, ils portent ça devant la Cour pénale internationale. La France n'a toujours pas signé, n'est pas dans cette liste-là, ne veut pas. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'il faut une prise de position politique de la France et de l'Europe pour dire stop. Ça, on sait dire. En tant qu'hommes et femmes politiques, on sait dire stop. Il y a un coin du monde où les terroristes nous donnent des coups de pied au nez chaque jour à nos démocraties et on ferme nos yeux et on regarde pas. Non, on sait dire stop. C'est pas parce que on a des problèmes partout au Moyen-Orient que le problème afghan, c'est juste afghan. C'est pas vrai. Tout ça, c'est lié. On le voit bien en ce moment en Syrie avec tout le Daesh et l'État islamique. On voit bien que tout ça, ça redémarre un peu partout. Et l'Afghanistan est le laboratoire de fabrication de terroristes internationaux. Donc ça nous regarde et c'est à nos politiciens de dire stop. Alors il y a des lois, il y a des choses, on nous dit par exemple en tant qu'Afghane, c'est formidable, on en a parlé beaucoup, vous avez le droit au statut de réfugié politique si vous êtes afghane. Sauf que il y a 28 millions d'Afghanes. Est-ce qu'on va faire venir les 28 millions? Non. Elles veulent rester dans leur pays et vivre tranquillement avec les droits les plus élémentaires. Et quand vous êtes afghane aujourd'hui, vous avez besoin d'un passeport pour quitter le pays. Vous avez besoin d'un homme de votre lignée directe pour pouvoir vous déplacer. Il n'y a pas de passeport en Afghanistan, donc les femmes ne peuvent pas voyager. Et dans les deux pays où on peut se déplacer par la route, c'est l'Iran et l'Afghanistan. Le régime iranien... L'Iran et le Pakistan. Et le Pakistan, pardon. L'Iran et le Pakistan. L'Iran les maltraite terriblement. Pareil au Pakistan. Et en plus, le Pakistan, le pays ami du régime taliban, elles se retrouvent, elles sont apeurées parce elles ont les mêmes risques qu'en Afghanistan. Et j'ai des centaines et des centaines de milliers d'Afghanes aujourd'hui qui sont dans les camps de réfugiés des deux pays sans avoir aucun accès à aucune ambassade, aucun consulat. Donc ce sont des choses un peu pour se déculpabiliser, mais concrètement, il se passe rien aujourd'hui pour les femmes afghanes. Il y a 13 fatwas contre toi. Ouf, oui. Comment tu vis, ça fait 30 ans que tu milites, comment tu vis le côté de solitude militante, d'être sur une cause qui est quand même pas suffisamment prise en main par les politiques. Là, ça a été médiatisé. En fait, quand les talibans frappent fort, on en reparle pendant 15 jours. On se dit, oh là là, c'est terrible, les femmes afghanes. Et puis après... on passe à autre chose. Comment tu vis le manque peut-être d'empathie pour ta cause et la solitude militante? Je pense qu'il faut une sacrée dose d'optimisme et voilà, il faut jamais rien lâcher. Quand j'avais 11 ans, que j'étais dans les montagnes afghanes avec ce passeur qui m'emmenait pour traverser les montagnes afghanes, je m'étais promis que je sortirais vivante de ces montagnes et je m'étais promis que je me laisserais jamais faire par aucun homme comme ce passeur. Et que j'aiderais toutes ces autres Afghanes, notamment les petites filles que je voyais dont les corps bombardés par des avions russes à l'époque où c'était l'invasion soviétique. Je pense que ça vous forge une personne et que chaque jour dans ma vie, je me dis est-ce que cette journée valait la peine d'être vécue, est-ce que c'était bien? Et ça me fait rire parce que je discute beaucoup avec mes copines iraniennes qui sont déjà fatiguées au bout de 2 ans de combat et je leur dis ben non, en fait, on ne lâche rien et on vient de discuter aussi avec vos équipes ici, des jeunes filles militantes formidables. Et en fait, il faut jamais rien lâcher. Il ne faut jamais rien lâcher. Le militantisme, ça fait partie de nos veines, de notre quotidien. Et moi, pourquoi les Afghanes? Et c'est pas que les Afghanes, parce qu'aujourd'hui, mon combat est beaucoup plus développé à travers Stand Speak Rise Up, avec Maria Teresa de Luxembourg, Denis Mukwege et autres. Je m'occupe de combat contre le viol comme arme de guerre, toujours les femmes, les premières cibles. Et donc, on ne peut rien lâcher parce que rien n'est jamais gagné. Et que dès qu'il y a un petit changement quelque part, y compris ici, chez nous, en France, c'est d'abord les femmes. La fragilité, c'est la situation des femmes. Et je dois dire que ça fait partie de ma vie parce que, et ça fait rire mes copines, parce que le fait depuis 30 ans de défendre les femmes afghanes ne m'empêche pas de monter des projets en France pour l'égalité salariale, pour la place des femmes dans l'entreprise, etc. Ça me concerne autant. Parce que je pense que ça fait partie de ma vie et je pense que avoir vécu plusieurs fois à côté de la mort et qu'en fait être vivante, on se dit est-ce que cette vie ça vaut la peine si c'est juste comme ça métro boulot dodo ou est-ce que on est fier chaque soir de se dire eh ben aujourd'hui j'ai fait quand même des choses pour un tout petit peu mettre mon petit colibri voilà ma petite goutte d'eau dans la rivière et je pense que c'est un combat avec soi déjà. Pas facile tous les jours, on se sent très seul, on se sent très en colère, on se sent très triste. Mais en ce qui me concerne, c'est quoi? C'est le choix de se dire je me mets sous ma couette et je sors pas, ou alors j'agis et je fais. Et donc j'ai pris cette solution-là. Si tu es d'accord, tu
Pourquoi on peut parler du moment où tu as quitté l'Afghanistan. Pourquoi t'es partie à 11 ans? J'ai quitté l'Afghanistan à 11 ans parce que c'était au moment de l'invasion soviétique. Ma maman s'était séparée de tous ses garçons pour pas qu'ils soient enrôlés dans l'armée soviétique, qui était partie en France. Et j'étais restée avec elle seule, on était les dernières. Et puis j'étais tellement bonne élève que l'armée soviétique m'avait sélectionnée pour faire partie de la jeunesse moscovite et être envoyée en Sibérie. Et donc je suis arrivée dans notre jardin de Kaboul avec des rosiers où ma mère ne voulait pas quitter ça aussi. On oublie que les gens qui quittent un pays, même dans les conditions terribles, c'est vraiment voilà, c'est pas par choix. On aimerait bien rester dans notre pays. Et là donc je lui annonce avec mon grand sourire que j'étais sélectionnée, que j'allais partir et que j'étais la meilleure élève pour bien réciter la propagande pro-russe, etc. Et dans la nuit, elle a cherché un passeur et on a laissé les lumières allumées, la poupée, mes livres, tous mes cahiers. Et on est parti le lendemain matin avec un passeur et ma mère pour pouvoir rejoindre le Pakistan dans un minibus. Et ce qu'on n'a pas compris, et ben après j'ai très vite compris, c'est que ma mère était avec un des passeurs assis au devant de minibus et moi avec un autre. On n'était pas côte à côte. Et au premier checkpoint, je me suis fait repérer bien sûr par l'armée soviétique et communiste afghan. Et je me suis fait descendre avec le passeur et l'autre passeur avait bouché la bouche de ma mère pour qu'elle lui hurle pas en lui disant on va la retrouver au prochain checkpoint. Et en fait, de là a commencé 15 jours de fuite dans les montagnes avec ce passeur et d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et ma mère était presque en train de faire mon enterrement fictif au Pakistan pour pouvoir dire que ça n'arrivera pas. Une petite fille de 11 ans, du milieu très privilégié, avec des passeurs de ces montagnes, traverser ces montagnes à pied. Eh bien, je suis arrivée, 15 jours plus tard et je l'ai retrouvée et nous sommes venus en France quelques semaines après. Et comment ils se sont passés ces 15 jours? Bah, c'était les 15 jours terribles parce que j'ai traversé les montagnes que je n'avais jamais marché. Moi, j'habitais dans une très belle maison à Kaboul et les montagnes, je les voyais de loin. Mais j'escaladais pas les montagnes. J'étais habillée comme une nomade parce que j'étais censée être nomade pour le checkpoint et que ça n'a pas marché. Et donc, j'avais un grand foulard noir et des tongs et il fallait marcher dans les montagnes en se cachant les dents et les yeux parce que les hélicoptères russes envoyaient des lumières et c'est comme ça qu'ils bombardaient. Puis j'ai traversé des villages entiers où on voyait la guerre avec un passeur qui venait d'un milieu très très défavorisé. Moi j'étais tout ce qu'il détestait, une petite fille privilégiée de la grande bourgeoisie afghane, etc. Donc, mais en même temps il fallait qu'il me ramène à bon port parce qu'on touchait la moitié de l'argent au départ, mais l'autre moitié à l'arrivée. Donc je correspondais quand même à une somme. Plusieurs fois il a voulu se séparer de moi en me disant, en me menaçant, en disant je vais te vendre aux nomades, etc. Mais je pense que voilà, on développe des courages à des conditions, enfin quand on est dans des conditions terribles. Moi, je pense que j'ai développé un courage, voilà, à ce moment-là. Je pense qu'il y a ça en chaque être humain et je voulais arriver, voir retrouver ma maman et je ne voulais surtout pas laisser ce passeur ni me faire du mal, ni me laisser dans ces montagnes. Et voilà, j'ai réussi. Alors, je suis arrivée avec ma première crise d'asthme et ça ne m'a jamais quitté l'asthme depuis. Mais au moins, je suis arrivée vivante de l'autre côté. Mais du coup, ça vous forge une personnalité, une vie et qu'après, vous avez envie que votre vie serve à quelque chose. Tu vois, on voit beaucoup, un peu les femmes iraniennes depuis 2 ans, avec aussi leur subtilité politique et leurs nuances. On voit par exemple Dilnour Reyhan, femme ouïghour, qui pareil se bat contre le génocide ouïghour. Il y a toi qui représente les Afghanes. Il y a une très belle association que je soutiens qui s'appelle les Guerrières de la Paix, qui fédère toutes ces femmes qui sont en fait qui veulent juste en fait s'asseoir autour de la table des négociations pour arrêter de faire des femmes des outils, des armes de guerre. Je pense que c'est ce que tu fais avec ton association. Et en fait, je trouve qu'il y a un nœud politique qu'il faut démêler, qui est qu'on mélange un peu la géopolitique, la guerre et l'islam. L'islam est utilisé et instrumentalisé comme arme de guerre aussi, d'ailleurs, comme peuvent être les femmes, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, je trouve qu'on marche sur des œufs. D'ailleurs, tu vois, je prends plein de pincettes pour te poser cette question. On marche sur des œufs quand on veut parler de terrorisme, d'islam radical, d'islam qui respecte pas les droits des femmes. Comment on peut démêler ce nœud sans se faire instrumentaliser d'un côté ou de l'autre et comment on peut aussi avoir une conversation apaisée sur cet islam radical en France sans jamais avoir l'intention de mettre dans le même sac les musulmans de France avec ces sujets-là.
Moi, je pense que pour ça, c'est trop tard parce que l'amalgame est dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, c'est difficile d'être musulman aussi. Moi, quand j'ai dit je suis musulmane, on me repose la question à 3 fois pour savoir si ils ont bien entendu. C'est clair. Je trouve que ce qu'il faut aussi dire, et à toute la jeunesse aussi du monde, enfin des musulmans, c'est que les premières victimes des terroristes qui utilisent l'islam, ce sont les musulmans. Quand on regarde les attentats, quand on regarde, moi je prêche pour ma paroisse, l'Afghanistan. Combien il y a eu d'attentats kamikazes en Afghanistan depuis le 9 septembre 2001 contre Massoud, qui étaient quand même 2 faux journalistes belges, passeport belge, d'origine tunisienne et marocaine. Ah oui, donc même pas des Afghans. Donc, c'est les 2 qui ont assassiné Massoud, c'était 2 passeports européens qui venaient de Molenbeek, d'ailleurs, de la banlieue bruxelloise. Dont on a entendu parler après. Et donc, Massoud, par exemple, il y a beaucoup d'écrivains qui ont fait son portrait en disant c'était l'homme modéré du monde musulman qui aurait pu être une alternative. Bah, il a été assassiné par 2 musulmans. Donc, les kamikazes en Afghanistan, moi, mes amis afghans, par exemple, me disent depuis 30 ans que les premières victimes de ceux qui prétendent se battre au nom de l'islam, ce sont les musulmans, puisque l'Afghanistan est un pays musulman à 100%. Donc, il y en a partout, en Syrie, partout, Libye, enfin partout où on regarde, les premières victimes, ce sont les musulmans. Donc, ne serait-ce qu'en ça, on devrait avoir un discours très clair de dire qui se reconnaît chez eux, personne. Et on est les premiers, sauf que l'islam est une religion quand même, il faut savoir, c'est une religion où c'est vrai qu'on n'a pas de clergé. C'est la relation directe avec Dieu, la prière, etc. Donc il faut une connaissance. Pour moi, c'est une religion qui nécessite Il n'y a pas de clergé, savoir. mais il y a beaucoup d'imams qui font de la politique. Oui, mais chacun, du coup, c'est devenu islam politisé. Mais moi, par exemple, en France, j'étais très gênée, en tant que jeune afghane arrivée en France, de voir à quel point l'islam était politisé en France. Pour moi, l'islam, c'est chez moi. Oui. C'est dans ma maison, c'est ma philosophie, c'est le soufisme, c'est le dépassement de soi, c'est aimer l'autre, c'est le savoir. C'est quand même une religion dans laquelle on parle d'éducation. Aujourd'hui, au nom de l'islam, on interdit l'éducation en Afghanistan. Donc tout ça, on voit bien que c'est politisé. Et c'est vrai aussi qu'il faut, je veux bien jeter la pierre sur nous-mêmes, le monde musulman, etc. Mais il faut ne serait-ce que voir nos politiques en France. On a utilisé l'islam et les banlieues quand ça nous a chanté, quand il a fallu chercher des voix, etc. On a tous notre responsabilité. Au niveau politique, même y compris les politiques de gauche, on a toute notre responsabilité d'avoir accepté des choses. Et puis, moi, je finis toujours par dire cette expression très afghane qui est « tu donnes ça et on te prend le bras ». Et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on voit. On n'a pas réussi les questions d'immigration dans tous nos pays européens, donc c'est devenu l'amalgame, etc. Oui, mais tu vois, ce que tu me dis chez Keba, c'est que tout le monde instrumentalise toutes les causes. Donc en fait, l'Occident a instrumentalisé l'Afghanistan quand ça lui chantait, l'URSS a instrumentalisé l'Afghanistan quand ça lui chantait, les terroristes instrumentalisent l'Afghanistan quand ça lui chante, les pro-islam radical et les islamophobes instrumentalisent l'islam. Donc, l'amalgame, il est partout et on sait plus quoi faire. Moi, je dis surtout... Et pareil, aussi, moi, j'ai découvert un autre truc. Dès que tu prends une position critique à gauche, il y a toute la droite qui vient t'encenser. Moi, j'ai dit juste un truc à gauche qui me paraissait évident. Il y a Cyril Hanouna qui a fait toute une tirade. Alors, ça m'a fait marrer, mais bon, moi, je suis pas du tout de ses opinions politiques. Pour dire à quel point il y avait des militants écolos qui étaient censés. Mais en fait, c'était juste parce que l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. C'est ça. Mais moi, c'est pas mon ami, Cyril Hanouna. Donc en fait, c'est embêtant. Pareil, t'es victime d'un truc à gauche, t'as toute la galaxie Bolloré. Je te parle en France de ce que moi je connais, mais qui vient t'interviewer, qui vient t'instrumentaliser. En fait, et imagine, nous, on est très militantes, donc on regarde un peu ce qui se passe derrière, on enquête sur comment les choses fonctionnent. Imagine, t'es un citoyen de base qui passe pas sa journée à faire ça. Comment tu dépasses toute cette instrumentalisation pour comprendre la complexité? En fait, aujourd'hui, si t'as pas... C'est compliqué. J'en profite parce que moi, ça m'a beaucoup éclairé. Sur la plateforme Arte, il y a 4 épisodes sur l'histoire de l'Afghanistan et la guerre de l'Afghanistan. Je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve que ce document est très très bien fait. Très très bien fait. Et d'ailleurs, sur la plateforme Arte, il y a souvent des très bons documentaires. Je trouve que en fait, accéder à une information de qualité, c'est quand même un peu une réponse. Ça demande du temps et de l'énergie d'aller les chercher. Oui, parce que c'est 4 épisodes, c'est 4 heures, mais parfois faut se donner les moyens de vivre dans le monde dans lequel on vit. Moi, je dirais même que rien à voir avec
avec l'Afghanistan, mais par rapport à ce que tu disais justement de notre responsabilité, etc. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps et que je suis en train de relire, qui est le livre d'Olivier Guèze, Mésopotamia. D'accord. Et c'est extraordinaire parce qu'il parle du début du siècle, de comment on a créé la série, etc., comment l'Occident, les Anglais, les Américains, les Allemands. Mais c'est très, très, très intéressant parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on revit la même chose. C'est-à-dire que, et je clôturerai un peu là-dessus par rapport à plusieurs choses que tu as dites. C'est de ce côté, on laisse les pays avec leurs problèmes, etc. Oui, on a tous nos responsabilités aujourd'hui. Et oui, nous sommes dans un contexte de mondialisation où tout est lié, et oui, il faut aller s'informer et regarder, et non, on peut pas rester en disant je vais m'occuper de ma cause, je suis militante, mais je m'occupe de ma cause ici à Paris 16e, etc. Il faut pas que ça déborde. Voilà, et je trouve que oui, c'est aussi le moment de rappeler nos pionnières qui étaient justement ces femmes, et les rappeler à la jeunesse, que ce soit les musulmans, les pas musulmans, etc. Mais nous, les Français, déjà, de dire qu'on avait des pionnières qui se battaient voilà, pour l'universalité des droits. Et aujourd'hui, moi, c'est ça aussi mon combat. Alors, je rentre pas. Alors, c'est vrai, c'est tellement facile de se faire instrumentaliser. Ça fait 30 ans, moi, que j'ai tout eu. Hein, tout le monde voulait me récupérer, etc. Mais la ligne rouge à respecter est très difficile. On se sent très seul. Mais je pense qu'aujourd'hui, la seule chose, c'est de se dire d'abord que, en fait, on n'est pas seul et que tout seul dans notre coin, on n'y arrivera à rien, premièrement. Et que oui, ça demande un peu de sortir de notre petit confort et notre zone de confort, d'aller s'informer, de prendre le temps de s'informer et de ne pas se laisser bousiller par tout ce qu'on voit, etc. Et comme là, ce que tu viens de dire, les 4 heures de documentaire, moi j'ai combien d'amis qui m'ont dit mais c'est dingue, je savais pas qu'on avait aussi toute cette responsabilité, je savais pas que les Russes étaient en Afghanistan à telle époque, etc., etc. Donc je pense qu'il faut s'informer par nous-mêmes. Et voilà, et je reviens toujours à voilà, le côté universel de nos combats. Sans ça, ça n'a aucun sens. Bah oui, le savoir, c'est la base du pouvoir. Et d'ailleurs, la description de cette chaîne YouTube, c'est « La politique nous appartient ». Donc, ne jamais oublier que tout ça, c'est notre monde, notre vivre ensemble qui est remis en question. Dernière question pour conclure. Comment on peut aider ton ONG et c'est quoi vos projets en cours? Alors, comme Afghanistan Libre a été mis en sommeil 15 août 2021 à cause de ce régime taliban, aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous avons créé Stand Speak Rise Up, qui est une organisation contre le viol comme arme de guerre et les violences sexuelles dans les zones de conflit. Et là, je reprécise que ça n'a rien à voir avec la religion, parce qu'il y a une carte du monde avec aujourd'hui le viol qui est utilisé comme arme de guerre, et c'est un peu partout. Donc, dans ce cadre de Stand Speak Rise Up, ce que nous faisons, c'est que nous aidons les Afghanes sur 3 domaines. D'abord, l'aide humanitaire. Toutes celles qui ont perdu leur job, qui n'ont rien. Il y a une femme avec 6-7 enfants derrière et elle n'a rien, c'est le seul chef de famille, et donc ça veut dire qu'elle meurt de faim et ses enfants aussi. 85% de la population afghane aujourd'hui est en dessous de seuil de pauvreté et ne mange pas à sa faim. Donc l'aide humanitaire. De l'autre côté, l'aide médicale, parce que pour le moment, ces fous n'ont pas touché à ça, c'est-à-dire qu'elles peuvent se faire quand même soigner dans certaines régions. Donc nous travaillons aussi sur la santé basique, la santé infantile et maternelle. Et puis un autre projet dont je suis assez fière et qu'on est en train de lancer, qui est le taux de suicide le plus élevé chez les femmes 15-25 ans, ce sont les Afghanes aujourd'hui, ce sont les chiffres des Nations Unies. Et dans les populations afghanes, des jeunes filles qui ont été interdites d'éducation, qui se retrouvent dans les camps de réfugiés en Iran et au Pakistan, nous essayons d'en repérer quelques-unes pour qu'elles puissent continuer leurs études dans ces 2 pays, parce que c'est la même langue. Au Pakistan, c'est le pachto, la même langue qu'en Afghanistan, et en Iran, le persan, la même langue aussi qu'en Afghanistan. Donc nous donnons des bourses à des jeunes filles qui sont dans les camps de réfugiés pour pouvoir continuer les études abandonnées en Afghanistan, parce que demain, c'est aussi les actrices de changement et que ces fous vont pas rester là et qu'on a besoin de ces femmes pour reconstruire ce pays. Merci Chekeba. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour vous abonner, mettre un petit commentaire et liker cette vidéo. C'est hyper important, c'est ce qui nous permet de continuer cette chaîne. Alors je compte sur vous, abonnez-vous.